Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Paul Elkarat et Sophie Elkarat qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous venez nous présenter ce livre atypique, un dialogue mère-fils pour mieux comprendre l'autisme. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression, ok? Un coup de pression? Non, mais ils vont faire boire de la bière. Devant vous, presque, devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous pouvez activer le buzzer. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Ok? Si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Très On bien. est bon? Ça marche. Allez, voici maintenant la question promo. Sophie, vous expliquez votre parcours personnel, professionnel aussi, parfois dans ce livre. Le fait de ne pas être comprise a-t-elle été la plus grande douleur? De pas être comprise par qui? De ne pas être comprise par les médecins. En Ah gros. oui, de pas être Orienté. Oui, Ouais. de pas être orienté, de pas de pas avoir de réponse de la part du milieu médical. Ça a mis du temps même à avoir une réponse. Ça a mis 16 moins 3 13. 13 ans. Oh là là. Ça a mis 13 ans à avoir une réponse. Et comment on vit ces 13 années où vous, on le sent dans le livre, vous êtes convaincu que les médecins ne cherchent pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'ils ils vous donnent des raisons, mais vous dites c'est pas possible, c'est pas forcément ça la raison. Il y a une autre raison derrière. Oui. Et vous êtes pendant 13 ans comme ça à chercher quasiment seul. C'est ça. Je suis dans l'errance diagnostique. Ouais. Voilà. Et donc, c'est compliqué parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes dans la méconnaissance. Donc, en fait, on est tous dans l'ignorance et on ne met pas le doigt sur la bonne chose. Paul, une fois que on a mis le diagnostic, est-ce que ça a changé le cours de ta vie? Est-ce que quand tu as eu un nom, un mot sur ce syndrome, est-ce que tu te dis, ok, à partir de là, ça va changer ma vie? Ça a changé ma vie. Alors, évidemment, dans l'optique où il y a tout intérêt à ce que l'autre puisse comprendre dans son entièreté ou tenter de comprendre ou faire des recherches et des investigations données afin de permettre à l'enfant de vivre dans des conditions optimales, il est indéniable que savoir de quoi l'on parle, de quoi nous parlons, savoir ce que c'est, donner une définition bien précise, et comment cela se manifeste sous tous les pans du trouble du spectre de l'autisme. Alors oui, avoir un diagnostic est un soulagement, est un contentement, une libération, on va dire ça comme ça. Et donc il est indéniable que ça a une grande importance et une nécessité présente. Sophie, dans le livre, vous évoquez vraiment. Ce qui est bien, c'est que c'est vous le personnage central du livre. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas Paul. C'est-à-dire que Paul va mettre des appréciations, va mettre son compte rendu, ses avis sur ce que vous allez évoquer et dire dans les périodes de la vie. Mais c'est vraiment vous qui parlez, qui évoquez également ça. Je voulais savoir, est-ce que ça a été facile de sortir un livre comme ça personnellement, de refouiller un peu dans votre passé? Oui. Oui, il a fallu faire un travail de souvenir, d'exhumer le diagnostic de Paul, de faire le point sur toutes les lectures et les recherches que j'avais faites, enfin toutes sortes de tout ce que j'avais capitalisé pendant toutes ces années, une vingtaine d'années, sur le sujet. Ça a été facile de se replonger dedans? Non, ça n'a pas été facile, mais Serge Posevara, avec qui j'ai travaillé, a été quelqu'un d'une grande utilité et donc m'a orienté pour que je cherche différents documents et voilà, me faire exhumer tout ça. Sophie, Paul, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. En tant que maman, avez-vous eu peur de voir votre fils exposé dans une émission comme les 12 coups de midi? Peur, non. Non, j'ai pas eu peur. J'étais juste convaincue que il y aurait pas de suite. Enfin, il ferait une émission et puis ça serait terminé. Ah, par contre, vous pensiez pas qu'il allait avoir un tel parcours? Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce que il y a un studio de télé, c'est tout ce qu'il lui fallait pas. Ouais. Du bruit, de la musique plein pot, une fourmilière humaine qui s'active, et donc j'étais persuadée qu'il n'arriverait pas à se concentrer et que il allait être trop en souffrance pour performer. Et je me suis trompée.
Et une fois que ça fonctionne, qu'il continue tournage après tournage, Oui. là vous vous dites, ok, il peut continuer comme ça pendant des mois et des mois. Non, j'ai Toujours pas pas pensé ça. Non. J'ai pas pensé ça, mais j'ai été un peu dans le stress pendant toutes les 5 mois où il est passé à l'antenne, parce que j'avais peur qu'à un moment ou un autre, il y ait un incident diplomatique, il y a un incident, voilà, et qu'il n'y arrive plus, et que ça se finisse mal. J'avais peur que ça finisse mal. Paul, est-ce qu'il y avait ce sentiment aussi chez toi? Est-ce que vraiment tu as eu peur pendant les tournages? Est-ce qu'au début, tu t'es dit j'arrive dans une machine? Et c'est vrai que quand on arrive sur le plateau des 12 coups de midi, c'est un énorme plateau par rapport aux émissions de télévision. On arrive dans un truc bien huilé. Hein. Jean-Luc Reichmann connaît parfaitement son émission. On arrive, générique, bam, il fait les questions. C'est une rythmique qui est assez dure. Surtout que les tournages, c'est quoi? 5 tournages par jour, 4-5 tournages par jour. C'est peut-être ça le plus dur au final pour toi, Paul. Ça a été peut-être de découvrir les lumières, l'ambiance, le décor, plus les tournages quotidiens, 4-5 par jour. Oui, évidemment que tout ça arrive une fois qu'on est bien installé, une fois que l'on a gagné la première émission, tout est expliqué, tout est plutôt clair, et après on se laisse porter, si je puis dire, dans cette aventure assez rocambolesque quand on y pense. Mais tout ça était évidemment induit et su dès l'instant où on entre sur les plateaux et où en plus nous devenons maîtres de midi et où nous restons pendant des semaines. Est-ce que ça t'a changé, Paul, dans ta façon de peut-être de communiquer avec les autres, etc. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Vous en parlez dans le livre également des grosses têtes. Est-ce que ça t'a apporté, toi, quelque chose de participer à ces émissions et de ce coup de midi, les grosses têtes? Oui, je suis guéri. Non, ça m'a apporté une certaine confiance en soi. Ça a accru une estime de soi. Ça a permis aussi de m'ouvrir, on va dire, le champ des possibles et surtout de réveiller le comique et le second degré qui dormait en moi, et donc ça c'est quelque chose que j'apprécie, et cela me permet justement de rire, et donc d'être le chemin. L'humour, c'est un peu le chemin vers la joie, qu'elle soit, on va dire, éphémère ou définitive, même si évidemment ça c'est une chimère, mais en tout cas il est important de rigoler, de plaisanter, et moi j'ai pas trop de limites dans le domaine, donc ça convient bien pour l'émission que j'ai faite après, en plus de la culture générale. Et Sophie, quand vous l'entendez aux grosses têtes, vous êtes surprise parfois parce que c'est vrai que moi j'écoute aussi l'émission les grosses têtes, et c'est vrai que quand on découvre Paul au début de cette émission et aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. Oui. C'est-à-dire que maintenant il rentre même dans le jeu de la blague, il en fait lui-même des blagues, et même les pensionnaires à côté de lui sont un peu surpris. En mode, oui. Paul fait aussi des blagues maintenant, quoi. Ouais, ouais. Et vous aussi, vous êtes surprise. C'est-à-dire sa véritable passion entre toutes, ce qu'il adore le plus faire de sa vie, c'est de répondre à des questions de culture générale. Donc, si il veut rester aux grosses têtes, il faut qu'il intègre l'humour. C'est-à-dire, il y a à la fois la culture générale qu'il y avait aux 12 coups, voilà, mais aux 12 coups, on lui demandait pas de faire des blagues. Oui. Il y a la culture générale plus l'humour. Donc, il a appris l'humour. C'est-à-dire, il a observé, donc au début c'était pas ça, hein, c'était bon voilà, c'était tâtonnant. Et puis il a observé, il a intégré, et maintenant il fait. Et ça vous surprend pas? Ah mais si, c'est extraordinaire. Il est capable de plein de choses, qu'il ne fait pas parce que voilà. Mais après, c'est pas le terreau pour aussi quand je suis chez moi, quand je suis en dehors de l'émission, je suis pas forcément avec les bonnes personnes. Et avec le bon public, et donc il y a aussi le fait que il y a justement ce réveil de cette forme d'ironie et d'humour mordant. Ça veut dire que chez toi, Paul, tu ne rigoles pas comme ça, tu ne fais pas de blagues comme ça à la maison? Non, si c'est maintenant. Maintenant un petit peu.
mais on va dire qu'il faut aussi savoir se mettre au niveau du public que l'on a en face, Ouais. au même titre que c'est pas que pour l'humour, c'est aussi pour la discussion, pour le langage. Et au final, il y a cette imitation, cette imprégnation de l'humour quand on est avec un public qui est entièrement dédié à cette cause-là, et on change et on switch, comme on dit, avec un tout autre univers qui n'est pas du tout le même. Paul et Sophie, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms et des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Si je vous dis le rapport entre frères et sœurs, ça vous évoque quoi? Difficile. Difficile? Vous en parlez dans le livre avec son frère et sa sœur. Des rapports qui sont aujourd'hui de quel style? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'un restaurant de temps en temps avec frères et sœurs? C'est ça en fait les rapports aujourd'hui? Paul c'est qui? Non, je les rapports sont un peu distendus, dirons-nous. C'est vrai que actuellement, on ne fait plus tellement d'activités ensemble, mais ça peut à tout moment changer. C'est vrai que chacun a ses travaux, ses hobbies, ses déplacements et ses occupations domestiques. Et donc, il est, je pense, effectif qu'être dans la même maison ne signifie pas que cela amène à une relation, on va dire, une relation stable, équilibrée, etc. Parce que chacun va qu'à ses occupations, et que moi, je suis aussi en déplacement, et que je ne suis pas tout le temps à la maison. Et donc, il y a aussi le fait qu'il y a une ouverture avec les rencontres, les sorties, les voyages. Et donc, à un moment où, quand on était plus jeune et mineur, on était sous le même toit, la même responsabilité parentale, et donc on avait beaucoup plus de temps et de moyens pour agir de concert, quoi. Voilà. Et en tant que maman, comment vous avez réussi à gérer ces 3 enfants qui ont des caractères très différents, et une particularité différente? C'est-à-dire qu'on a été beaucoup accaparés par Paul parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. Mais on a toujours eu des relations très proches aussi avec son frère et sa sœur. C'est-à-dire que moi, j'avais qu'une hantise, c'était que on passe sa vie à s'occuper de Paul et que les autres se sentent délaissés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a été très attentif avec mon mari. Ça vous a pris beaucoup de temps, on sent d'énergie. Vous avez donné une telle énergie dans le livre, on ressent cette énergie que vous avez pu donner à vos enfants, qui est merveilleuse, vraiment. Mais waouh, ça a dû être intense. Ah bah oui, voilà, ça demande beaucoup d'investissement. Ouais. Si je vous dis les cartes Pokémon, ça vous évoque quoi? Ah bah tiens. Une collection de Paul. Ouais, vous en parlez dans le livre de cette collection. Paul, tu collectionnes toujours donc les cartes Pokémon? Je les collectionne plus, mais ça a été pendant de très longues années en cours élémentaire. Dans la cour de récréation, notamment avec les copains, ça a été une véritable passion, un engouement qui ne s'est pas démenti pendant de longues années. C'est vrai que ça s'est essoufflé avec le temps, comme toute passion de circonstance, comme toute passion factuelle. Mais c'est vrai que là, j'ai lâché depuis plusieurs années même, je dirais même une décennie. Mais j'ai toujours gardé ma collection avec moi dans un carnet. Et à chaque fois que je m'y replonge, évidemment, les souvenirs reviennent, et je me souviens de plein de choses qui sont inhérentes à cela. Si je te dis le déménagement, et si je vous dis le déménagement, vous avez déménagé plusieurs fois dans votre vie, c'est toujours une période aussi très compliquée, le déménagement. On perd des habitudes, et c'est dur pour Paul. Et donc c'est une période toujours difficile et délicate pour Paul. Oui. Est-ce que vous avez hésité justement à faire autant de déménagements dans votre vie? Est-ce que ça a été
on va dire, une source d'inquiétude chez vous et de vous dire, est-ce qu'on va vraiment déménager une nouvelle fois? Vous avez déménagé quoi? 3 fois, je pense. Oui. Plus que ça. 3-4 fois, ouais. 1, 2, 3, 4, oui, 4 fois. Ouais, 4 fois. Est-ce qu'il y a eu cette question était posée ou pas chez vous? Non, on se l'est pas posée. Non. Parce que on c'est obligé. Ouais. Si on avait su, je pense qu'effectivement, si on avait su qu'il avait un syndrome autistique, on l'aurait pris en compte. Mais comme on savait pas, voilà, on l'a pas. Mais bon, après on est resté des périodes assez longues, hein, quand même, 5 ans, 6 ans. Mais c'est toujours des. Mais à chaque fois, ça a occasionné un stress. Et la dernière en date, c'est le retour de Martinique, où il était en dépression sévère. Et vous en parlez dans le livre. Apparemment, Paul va habiter seul maintenant à Paris. Non, chez toi. Ou chez moi, si tu veux venir chez moi avec grand plaisir. Est-ce que ça aussi, ça vous procure un peu de stress de le savoir, peut-être seul, dans une habitation à Paris, loin de chez vous? Non, parce que il est déjà dans le studio qu'on a aujourd'hui. Ok, il habite déjà, ouais. Donc il est non, par contre, il va falloir qu'il fasse qu'il entretienne son appartement. Il va falloir qu'il gère un minimum le côté administratif et là on n'y est pas encore au niveau. Là vous en parlez des papiers aussi dans le livre, c'est peut-être le point d'interrogation, c'est de savoir gérer un peu tous les contrats, même déclarer ses revenus, etc. Exactement. En tant qu'intermittent du spectacle. Vous dites ça prend 4-5 clics sur internet, mais c'est quelque chose que peut-être toi Paul tu n'as pas encore intégré à faire chaque mois. Non, parce que j'ai travaillé au noir. ça peut être plus simple pour les papiers du coup. Je déclare pas du coup. Non, je plaisante. C'est une activité qui est déléguée dans son ensemble à ma mère, mais cette tâche peut. Non, mais c'est vrai. J'adore faire ça. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit que c'est toi qui le fais, mais ça pourra à un moment donné m'être dévolu et je peux très bien apprendre à le faire comme j'ai appris beaucoup de choses par le passé, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il y a le pouvoir et le vouloir, et ça c'est deux choses différentes, mais quand on veut, on peut, donc oui, à un moment, et quand on peut, on a. C'est Musset qui disait ça. Et moi, je pense que j'aurai cette faculté à un moment de le faire. Et de vouloir le faire. Voilà. J'aime bien cette volonté que moi Paul aussi. a. Moi aussi, j'ai l'impression. Moi aussi. J'ai l'impression qu'après l'interview, vous allez leur filer tous les papiers. Voilà, c'est ça. Allez, Paul et Sophie, voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, voici la question. La vérité est quelque chose qui revient souvent dans le livre. En quoi dire la vérité vous a causé des torts? Alors c'est souvent Paul qui parfois peut dire une vérité qui peut blesser les gens. Ouais, maman, c'est une grosse menteuse. Moi, dire la vérité. Après, moi, j'ai pour coutume de dire une vérité, mais pas de laisser en plan derrière, en sachant pas comment le prendre. Parce que souvent, quand je dis une vérité, on est un peu les yeux écarquillés, un peu circonspect, on sait pas où se positionner. Et moi, tout de suite, j'enchaîne, j'embraye en expliquant pourquoi cela est considéré comme une vérité, pourquoi je dis ça, pourquoi je pense cela. Et donc, ça atténue un peu la frustration de ne pas savoir et la frustration de considérer que cela puisse être méchant. Et donc, ça prend du temps et donc je le fais sans aucun problème. Après, il y a des gens qui restent malgré tout agacés par ce que j'ai pu dire, mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait une grosse part de vérité dans ce que j'ai dit et que ça peut déranger les gens parce que il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, je vais citer un grand auteur que j'aime bien, mais Nietzsche disait que beaucoup de gens restent dans l'ignorance parce qu'ils ont peur que leurs illusions soient détruites. J'aime bien. Voilà. Et donc, je considère qu'il y en a qui vivent dans un monde parallèle rempli de chimères et d'illusions, et quand on leur ouvre les yeux, ça leur plaît pas du tout. Et c'est aussi pour ça que c'est dur pour moi de vivre dans ce monde, parce que je n'ai pas d'illusions. Là où tout le monde en a, au final, quand on est dans le sens nietzschéen du terme. Alors, franchement, quand je réveille tout le monde, c'est le marasme, c'est assez noir. C'est ténébreux, quoi. Dans le livre, c'est vrai que quand vous évoquez ces vérités parfois dites par Paul, j'ai l'impression que s'il y avait un petit côté un peu, pas négatif, mais il va forcément peut-être blesser des gens à dire une vérité. Alors que pour moi, quand j'ai lu ça hier, je me suis dit, il a raison, en fait, peut-être Paul. Il vit peut-être dans la bonne société, dans une société où il faut peut-être dire la vérité aux gens. Alors, donc on a été invité à un événement par une association sur l'autisme.
Et donc, on était vraiment dans l'extrême bienveillance, on y va pour apporter notre pierre à l'édifice, etc. Et on a une discussion sur Asperger, qui agace Paul parce que voilà, le sujet c'est grosso modo il est devenu infréquentable parce que enfin il est infréquentable cet Asperger parce que il a servi les nazis, etc. Bon, et donc Paul s'énerve un peu et secoue un peu les personnes et du coup ça met un petit froid. Il est effectivement droit dans ses bottes sur la vérité de la chose. Mais ce que j'essaye de lui expliquer, c'est qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la vérité. Et que là, si on est allé dans cette association, c'est pour faire bienveillance, c'est pour faire corps, c'est pour faire avancer la cause de l'autisme, et que tout ça, c'est beaucoup plus important que peut-être une inexactitude ou sur Hans Asperger ou des choses comme ça. Donc ce qu'il faut faire comprendre, c'est que la vérité absolue et totale n'est pas toujours nécessaire et souhaitable. Et que un petit mensonge peut nous permettre de vivre mieux en société. Une petite hypocrisie peut nous permettre de vivre mieux en société, parce que si tout le monde se claquait ces 4 vérités toute la journée, ça deviendrait insupportable. Insupportable. Voilà. Donc c'est ça le sujet. C'est quand il était en classe et que le prof d'histoire géo faisait une erreur, il a fallu que je le coach pour que il prenne sur lui et qu'il aille le dire à la fin du cours au professeur pour éviter d'humilier ce professeur devant les élèves. Donc il y a une chose qui est plus importante que la vérité, c'est éviter l'humiliation du prof devant les élèves. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui font que on essaye de vivre mieux quand même, et on ne sait pas renier, on n'a pas fait un truc hyper grave parce que voilà, on a fait ça, non. Voilà, la vérité, l'enfer est pavé de bonnes intentions, en fait. Voilà, donc c'est voilà. Est-ce qu'il y a des projets dans les médias à part les grosses têtes? Pour l'instant non, parce que généralement les projets dans les médias on me les propose. Projet propose, et du coup là il n'y a pas d'activité supplémentaire de prévu, et mais j'espère en revanche que cela puisse arriver un jour, se présenter, en tout cas quelque chose qui me stimulerait, qui me plairait bien. Comme quoi? Le prix Nobel? Non, je rigole. Non, je plaisante. Pourquoi pas jouer dans un film, dans une comédie ou un rôle historique. Et adapter peut-être votre histoire, Sophie, dans une série. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter de se dire, ok, on va pousser le message encore un peu plus loin. Il y a le livre, mais si on peut aussi en faire un téléfilm, peut-être sur l'histoire de Paul, sur votre vie à vous, de maman. Moi, l'objectif du livre, c'était d'être utile, et en fait, c'est le livre que j'ai pas eu moi quand Paul était petit et qu'on tâtonnait à l'aveugle, voilà. Donc c'est vraiment moi ma seule ambition à titre personnel, c'est d'être utile aux parents, de les aider, voilà, de faire en sorte que des instituteurs, comme hier au Salon du Livre de Paris, viennent et me disent, bon là, on est démunis, on sait pas, on a des autistes dans notre classe, on sait pas trop quoi faire, etc. Voilà, c'est pour aider à améliorer la compréhension de ces personnes. Et c'est ce qu'on aussi comprend dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui ignorent beaucoup de choses sur l'autisme, quand vous parlez des médecins, des enseignants, de la société, hein, entre guillemets, hein, qui vraiment, on est assez ignorant sur ce sujet, et c'est pour ça que vous portez aussi ce livre et ce message. Paul et Sophie Elkarat, le livre s'appelle Atypique, un dialogue mère-fils pour mieux comprendre l'autisme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à toi.